pas dans nos interactions avec les autres et envers nous-mêmes. Il est essentiel de les définir pour prévenir notre intégrité et notre autonomie. Ça sera donc le sujet principal de notre émission, donc les limites personnelles. Et pour en parler, donc nous aurons le plaisir de recevoir donc Jamila Benbou Abdallah. Elle est coach et expert en hypnose. Elle sera aussi en compagnie de Farah Raisi. Elle est psychologue. Nous développerons donc cette thématique et bien entendu, vous pouvez nous appeler déjà dès maintenant, donc au 021 23 98 91 pour déjà poser vos questions ou même laisser votre numéro de téléphone de façon à ce qu'on puisse vous rappeler tout à l'heure à partir de, allez, on va dire 11 heures. Donc ça sera la thématique principale de ce matin. Et bien entendu, on commence toujours par les rubriques et j'ai le plaisir de recevoir Wided Agavi. Bonjour. 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 Bienvenue à toi. Merci. Ravie, comme d'habitude. Le plaisir. Alors, avec toi, nous allons parler des retombées du stress sur le corps. Oui, exactement. Elles ne sont pas visibles, mais on les sent en fait. Tout à fait. Voilà, et on verra que les facteurs sont divers et nombreux. Tout à fait. Quant à moi, donc, Wided, aujourd'hui, je vais parler donc d'une plante. On verra, est-ce que tu la connais? Alors, si je te disais que ça pique, et on s'en souvient rapidement. Ça pique. Une plante? Oui, une plante. Ah ouais. Quand on passe dans les jardins ou qu'on va en forêt, on se fait très souvent piquer par elle. Ah oui. Les orties. Oui. El Harayq. Voilà, donc on va voir donc tout de suite l'info du jour juste après le jingle. Un mauvais souvenir donc de cette plante qui est très souvent considérée comme une plante invasive, comme une plante qui est indésirable dans les jardins, chez les jardiniers, mais il faut savoir en fait que c'est une plante médicinale extraordinaire et qui a des bienfaits pour le corps, mais alors nombreux. Alors entre autres, Wided, ce qu'on peut retenir de l'ortie, c'est vrai qu'elle a ce côté urticant, mais qui n'est pas très grave. On verra que même ce côté urticant a des bienfaits pour la peau, pour notre système sanguin et même aussi pour d'autres pathologies. On va d'abord commencer par en quoi elle est riche. Donc, qu'est-ce qui compose cette plante, l'ortie El Harayq, plus communément connue chez nous comme El Harayq. Donc, elle est riche. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de vitamines. Donc, de la vitamine B1, de la vitamine C, de la vitamine E, du fer, du zinc, du sélénium, du manganèse, du cuivre et du phosphore. Voilà, donc tout ça, rien que déjà ça, c'est extrêmement riche. Il faut savoir que c'est une plante qui a, on va dire, pratiquement, tout ce qu'a besoin le corps humain. Alors déjà, donc on a cité toutes ces vitamines, il faut savoir qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Elle est riche aussi en oligo-éléments. C'est une plante qui est dépurative aussi, donc elle est utilisée dans beaucoup de remèdes et entre autres, comme tu vas nous parler donc tout à l'heure, pour tout ce qui est ce stress et tous ces retombées qu'on a sur notre corps. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut l'accueillir dans des périodes bien précises. Alors, de préférence le printemps. Pourquoi? Parce que c'est là où elle est gorgée d'eau, c'est là où elle a commencé à pousser. Ce qu'on fera, c'est qu'on ira toujours l'accueillir dans des endroits qui sont propres et sains. Donc, éviter les caniveaux, éviter les bordures de champs où elle peut être, on va dire, un petit peu souillée et pas bonne à la consommation. Donc, quand vous allez vous promener en forêt ou dans les prés, ce qu'on fera, c'est qu'on enlèvera la tige supérieure, à peu près des 6 à 8 tiges. Voilà, comme on peut le voir. Donc, on va prendre les tiges qui sont vertes et douces, ce sera ceux-là qu'on va ramasser. Et il faut savoir, Wided, qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Alors, on peut la manger tout simplement comme on mangerait des épinards. Donc, on peut les cueillir, bien entendu, bien les laver, les sécher, en faire une salade tout simplement ou les manger comme des épinards. Il y a différentes recettes, hein, donc vous pouvez quand même essayer de vous renseigner. Vous verrez qu'il y a beaucoup de recettes. On l'a fait même en confiture, Wided. Ah. Voilà, donc peut-être un côté un petit peu vert, hein, oui. d'herbe, mais en fait, le goût reste quand même assez léger et pas trop prononcé. On peut la prendre aussi en tisane, donc ce qu'on fera, c'est on peut tout simplement la mettre en infusion, on prendra les petites tiges qu'on restera bien entendu convenablement et on les mettra dans un verre d'eau très chaude. On peut la faire sécher, donc parce qu'on peut en fait, on aura ses bénéfices pendant toute l'année puisque c'est une plante qui est reminéralisante. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on pourra l'intégrer un peu partout. Une fois qu'elle est séchée, on peut l'introduire, on va dire, quand on prépare du pain ou dans une salade. En fait, on peut vraiment la mettre un peu partout puisque son goût reste assez neutre. Donc voilà comment essayer de faire une cure
ça va être le moment. On va attendre encore peut-être un petit peu, une quinzaine de jours, de façon à ce que la plante se développe. Et on sait très bien qu'au printemps, c'est la remontée de sève. Et là, donc, on aura tous les bénéfices des orties. Voilà, donc si vous vous promenez, que vous vous faites piquer, c'est très bon, en fait, ça purifie un petit peu le système immunitaire. Je connais certaines personnes, en fait, qui l'utilisaient pour un petit peu soulager tout ce qui est douleur d'arthrose, articulaire d'arthrose. Donc, on la mettra directement sur la peau en cataplasme. C'est vrai que ça va gratter un peu, ça va peut-être rougir un petit peu, mais en fait, les bénéfices seront là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à long terme. Il ne faut pas attendre des résultats. Une fois qu'on a pris 2 ou 3 tisanes, on va se dire, bon, allez, est-ce que ça a fait de l'effet sur mon corps? Non. En fait, il faut vraiment faire une cure de 21 jours et même toute l'année si c'est possible, si on a cette capacité à pouvoir la faire sécher, la mettre dans des bocaux et l'utiliser. Elle nous cachait des surprises. Hein. Ah, tu as vu, beaucoup de surprises, hein, sous son côté un petit peu tout, on va dire tout frêle, parce que ça reste quand même une plante qui est très fine, en fait, pas coriace, mais en fait qui pique. Oui. Beaucoup, voilà. Donc si vous vous êtes fait piquer, de la laver, ça... Oui, absolument. Donc une fois qu'elle est rincée, une ou 2 fois sous l'eau claire, donc tous ces petits, on va dire, toutes ces petites épines qui nous piquent partent. Donc voilà, elle devient inoffensive après. Voilà, et très bonne pour la santé. Voilà, donc si vous rencontrez l'ortie, vous allez, j'imagine, la regarder d'une manière différente à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour l'info du jour et pour l'ortie. Tout de suite, on va passer à toi, Vidette, avec donc l'avis de l'expert. Tout à fait. Jingle. Alors, Vidette, l'effet du stress sur le corps, oui. Il est terrible. Justement, donc c'est le problème du siècle. Voilà. Absolument. On passe tous par des périodes stressantes dans notre vie, donc que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Et justement, ce stress, on va dire que chacun il va réagir d'une manière différente de l'autre personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même réaction face au stress. Il y a des personnes qui vont réagir d'une manière excessive, il y a d'autres qui vont réagir moins, on va dire, moins excessivement face à ces situations de stress. Et, par exemple, moi, je donne un exemple au volant. Je suis une grande stressée. Voilà, donc, alors que d'autres, non. Je connais d'autres personnes qui prennent leur mal en patience, même s'ils sont, on va dire, coincés dans les bouchons, mais ils sont là, tranquilles et tout. C'est pas mon cas. Oui, voilà. En fait, ça, c'est dû à la personnalité. Donc, on n'a pas tous la même personnalité. Et puis, ceux qui ont justement cette réaction excessive face au stress, il y a des solutions. Ce sera justement la gestion du stress et comment survivre face à ce stress. Et justement, quand on a une situation stressante, notre corps, il va passer par 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase d'alarme. Quand on est face à un danger, donc notre corps, il va déclencher cette réaction de stress, justement, qui est, on va dire, qui n'est pas très mauvaise pour notre santé, qui va nous aider à soit fuir, soit combattre cette situation de stress. D'accord, donc il y a des situations où c'est bénéfique d'avoir un gros coup de stress. Exactement. Et puis, il y a la phase, ce qu'on appelle la phase de résistance. Donc la phase de résistance, c'est cette phase où notre corps, justement, il va toujours... la première phase, on a l'adrénaline qui va réagir. Donc c'est une hormone, c'est elle qui va justement réagir dans la phase d'alarme. Mais dans la phase de résistance, c'est l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Donc lui, il va justement nous aider à résister encore face à cette situation. Et donc, il a des effets sur notre corps, bien sûr, cette hormone qui est le cortisol, il a des effets sur le corps. Et puis, il y a la troisième phase qui est la phase d'épuisement. Donc, c'est la phase où on ne peut plus faire face à cette situation de stress, on perd les moyens. Est-ce que c'est une fois que la cortisol a baissé dans le corps qu'on a cette espèce, on va dire, de coup de faiblesse ou même avant? Même avant. Quand le cortisol il est en plein pic, c'est là où on perd vraiment, on ne peut plus gérer la situation, on ne peut plus contrôler la situation. Et c'est là où on parle de stress aigu, stress chronique. Donc le stress aigu, c'est en fait la phase d'alarme et un peu de la phase de résistance. Et le stress chronique, c'est là où on a la phase d'épuisement, donc où on ne peut plus gérer la situation. Donc, stress aigu, stress chronique, on n'a pas les mêmes symptômes au niveau du corps. Donc, généralement, au début, quand on est face à une situation stressante,
du fait on va dire, l'effet de l'adrénaline sur notre corps, on a accélération du rythme cardiaque, Oui. on a chez certaines personnes élévation de la pression artérielle, donc élévation de la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Il y a des personnes qui vont sentir, c'est-à-dire au niveau du corps, un tremblement. Il y a aussi ceux qui vont avoir des sueurs, donc ça diffère d'une personne à une autre. Donc, et la respiration qui sera accélérée, ça c'est le cas quand des personnes par exemple qui n'ont, on va donner l'exemple face à un public ou face à une caméra pour la première fois, c'est des symptômes que tout le monde va avoir. Voilà, tous ces symptômes en même temps. Exactement. Et donc par la suite, les symptômes vont justement être différents. Donc il y aura des effets sur les organes de notre corps. Quels sont les effets qu'on aura justement donc sur le système cardiovasculaire? D'ailleurs, les dernières études ont prouvé qu'il y a un lien entre les maladies cardiovasculaires et le stress. Ce n'est pas une cause directe, mais c'est, on va dire, un facteur déclenchant. Le stress seul, ce n'est pas lui la cause. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs pour qu'une maladie cardiovasculaire, ou même les autres maladies d'ailleurs, le stress n'a pas été démontré comme cause directe, mais comme facteur déclenchant. Donc, d'où l'importance de lutter contre le stress pour justement diminuer le risque d'avoir des maladies. Et sur le système, notre système endocrinien aussi, donc chez les femmes par exemple, ça peut causer de l'infertilité, ça peut perturber le cycle menstruel, ça peut aussi déclencher des maladies auto-immunes. Donc, on connaît tous que les maladies auto-immunes, on n'a pas encore découvert la cause de ces maladies, mais il y a plusieurs facteurs qui seront réunis et il y a plusieurs hypothèses qui ont été établies par rapport à ces maladies auto-immunes, notamment... Par exemple, le psoriasis aussi, qui revient très souvent et qui est lié étroitement au stress. Exactement. Donc les maladies de la peau, notamment le psoriasis, l'eczéma aussi, donc l'acné aussi. C'est l'une des manifestations du stress de notre corps face au stress. Et justement, parmi aussi, je vous ai dit les maladies auto-immunes, donc tout ce qui est maladie thyroïdienne, donc les thyroïdites auto-immunes, qui sont la cause directe, on a dit que ce n'est pas le stress, mais c'est un facteur déclenchant. Et les maladies auto-immunes, ce sont généralement, c'est l'auto-immunité qui est, c'est des auto-anticorps qui vont se diriger directement contre un organe, ils vont aller le détruire. Voilà. Et puis, il y a d'autres maladies ou d'autres on va dire, manifestations de ce stress sur notre corps, c'est sur notre cerveau. Il a des effets sur notre santé physique, mais il a aussi des effets sur notre santé mentale. Et il y a des personnes qui vont passer par des périodes de dépression, des périodes d'anxiété, des attaques de panique aussi. Donc tout ça est lié au stress et ça peut justement donner des manques de sommeil ou carrément une insomnie. Ça impacte la vie, sur la vie quotidienne de la personne. La personne, elle ne pourra plus, on va dire, faire ses tâches quotidiennes correctement et ça va vraiment impacter sa vie personnelle et professionnelle même. Et puis, il y a des effets aussi sur les personnes, je pense qu'on a tous rencontré des personnes qui souffrent d'un lumbago. Oui, donc, absolument. Voilà. Très souvent, c'est vrai. Très souvent. Mal de dos. Exactement. Donc, on va dire c'est la cause la plus fréquente, c'est le stress. Parce qu'il y aura une contraction des muscles du dos. Quand on est stressé, on contracte les muscles et cette contraction des muscles, c'est celle-là qui va provoquer des douleurs au niveau du bas du dos et ça va justement, d'ailleurs nous, quand on donne le traitement pour traiter ça, on donne du magnésium, on demande à la personne de se relaxer et tout pour justement passer cet épisode. Et aussi, il y a des personnes qui souffrent, on va dire, suite au stress, elles vont souffrir justement de problèmes liés, on va dire, métabolique. Donc, élévation de la glycémie, ce n'est pas la cause directe du diabète, mais il peut provoquer, il peut déclencher un diabète. Une personne, par exemple, elle a reçu une mauvaise nouvelle, elle est trop stressée, elle n'arrive pas à gérer la situation, et puis juste après, 2-3 mois après, on va dire, elle aura le diagnostic d'un diabète qui tombe, et généralement, c'est le facteur déclenchant, c'était le stress. Voilà. Il faut savoir qu'elle était prédisposée
à faire un diabète, mais il y avait un stress, facteur déclenchant. Voilà, exactement. C'est pas la cause directe. Et donc, est-ce que le stress prolongé, on va dire, est plus mauvais que, par exemple, des petites périodes de stress avec, on va dire, des accalmies? Alors justement, le stress, on va dire aigu, c'est pas lui qui va provoquer ces maladies ou ces manifestations qu'on vient de citer, mais c'est plutôt le stress chronique. Le fait, c'est l'intensité et la durée du stress qui va justement avoir un impact sur notre corps. Parce que le stress aigu, c'est une réaction, on va dire, normale et physiologique de notre corps. Et il n'est pas censé nous faire du mal. L'absence de stress aussi est mauvais aussi. Oui, parce que quand le stress, on n'est plus, on va dire, on n'est plus réceptif, on va dire, à tout ce qui nous entoure, limite, on va dire détaché. Ce détachement aussi n'est pas on n'est pas plus très performant, bon. on va dire. Même par exemple, quand on a un examen ou quand on est au travail, par exemple, quand il y a le stress aigu, ça nous booste pour travailler, pour faire plus d'efforts. Et justement, c'est le stress chronique qui va être néfaste et il va provoquer des problèmes de santé physique et morale. Et mentale, pardon. Et justement, le stress chronique, c'est une durée longue du stress, même si ce sont plusieurs, on va dire plusieurs épisodes de stress comme ça cumulés. Et d'ailleurs, c'est des personnes, au bout d'un moment, elles vont faire un surmenage, elles vont plus. Voilà, c'est l'épuisement, elles peuvent plus faire face à la situation. C'est le corps qui nous lâche. D'accord. Voilà. Donc, ce stress, on peut le gérer, on peut lutter contre le stress, on peut on va dire, survivre face à cette situation. Et comment ça? On doit apprendre. En fait, au début, on ne connaît pas, quand on est face à une situation stressante, on ne sait pas gérer la situation. Mais après, on va l'apprendre avec le temps. Et d'ailleurs, c'est bien maintenant d'apprendre à ses enfants de le faire déjà dès le jeune âge, de comprendre. De façon à ce que ce soit un mécanisme carrément qui se met en place. Exactement. Pour l'âge adulte. Exactement. Comme ça, à l'âge adulte, les enfants qui vont demain devenir des adultes vont pouvoir justement gérer ce stress. Et comment le gérer? C'est les méthodes de respiration, par exemple. Il y a une méthode qui s'appelle 4-7-8. Donc, c'est une inspiration pendant 4 secondes, bloquer la respiration pendant 7 secondes et puis on va expirer pendant 8 secondes et le faire plusieurs fois. Donc ça va nous aider à se calmer, à baisser le rythme cardiaque, à baisser la pression artérielle. Et le fait de baisser tous ces paramètres, notre corps il va retrouver son état normal. Voilà. En plus, l'effet est immédiat quand on fait cette respiration. Exactement, exactement. Donc c'est l'une des méthodes de comment lutter contre le stress. Il y a le yoga, il y a l'activité physique, il y a des personnes qui vont sortir faire la marche peut-être. Exactement. Donc c'est l'une des méthodes aussi. On va dire prendre des compléments alimentaires à base de magnésium aussi, ça aide beaucoup quand on passe par une période stressante. Donc le magnésium, il va nous aider pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer. D'ailleurs, nous, on le prescrit. Et justement, c'est des personnes qui viennent en consultation, elles savent pas, elles se plaignent de beaucoup de symptômes, mais il n'y a rien. On fait tous les examens, il n'y a rien du tout. Donc, douleur abdominale, par exemple, ballonnement. D'ailleurs, il provoque le côlon irritable, le stress. Absolument. Voilà. Donc, par exemple, c'est des personnes qui sont très fatiguées. Le système immunitaire, il est affaibli. Donc, ils se lèvent du lit déjà fatigués. Exactement. Voilà, c'est vrai. Exactement. Donc, le système immunitaire, il est affaibli. Elles vont, on va dire, c'est des personnes qui font, par exemple, plusieurs infections comme ça, successivement et parfois c'est uniquement le stress, le fait de lutter contre le stress et qu'on donne du magnésium, tous les symptômes vont disparaître. Voilà, donc il est très, on va dire, il fait beaucoup le stress, il fait beaucoup. Il fait beaucoup, hein. Oui, il fait beaucoup. Vraiment dangereux, un peu, on va dire un peu sournois, silencieux. Oui. Voilà, donc faire très attention. C'est parce que il y a beaucoup de symptômes, une chute de cheveux aussi, par exemple. Il y a plein de symptômes qui sont liés au stress et il peut être
facteur déclenchant de plusieurs maladies. Donc, il faut complètement... D'ailleurs, maintenant, en médecine, on a le côté, le volet thérapeutique, et on a le volet lutte contre le stress, le suivi psychologique. Donc maintenant, on a pris conscience par rapport à ce côté, enfin, on prend en considération ce côté et on sait très bien que le fait de le gérer, ça peut donner des résultats. Ça peut donner des résultats. Ça fait déjà diminuer les symptômes de moitié. Voilà. C'est énorme. Oui. Très bien. Donc une bonne hygiène de vie. Exactement. L'alimentation aussi, comme d'habitude. Donc faire les bonnes habitudes. Exactement. Les bonnes habitudes. Et faire du yoga. Tout à fait. Même s'il faut juste quelques minutes par jour, ça pourrait suffire. Oui, prendre le temps justement de ce moment de relaxation est très important pour notre équilibre. Très bien. Merci beaucoup Wided pour toutes ces informations. Merci. Donc à mercredi, Inch'Allah. À demain. À demain. Très bien. Donc à demain. Très bien. Voilà. Tout de suite, nous allons passer à notre thématique principale, donc les limites personnelles, juste après ces images.
retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, donc notre thématique principale, ce sont les limites personnelles. Nous allons essayer donc de tout savoir avec nos deux invités que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Donc Jamila Benbou Abdallah, bonjour. Bonjour Myriam. Ravie de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Donc vous êtes coach et expert en hypnose. Oui. Merci d'être là. Et j'ai le plaisir de recevoir Farah Raisi, donc vous êtes psychologue. Psychologue clinicien, psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive. Donc merci d'être là. Donc une thématique très très intéressante. On n'a pas vraiment conscience peut-être donc de ces limites. On a peut-être un peu tendance à les appliquer, à les mettre en place un petit peu machinalement, mais en fait il faut savoir que ce sont on va dire des choses qu'on peut apprendre très jeune. On va commencer un petit peu déjà par définir qu'est-ce que sont les limites personnelles. Les limites personnelles sont les frontières qu'on a pour se protéger du monde, pour protéger son bien-être mental, physique et émotionnel, surtout émotionnel et mental. Et une limite, c'est une frontière qui est invisible. Si on parle de frontières, si on parle de limite émotionnelle et mentale, c'est notre capacité à dire ce qu'on ressent, à se protéger par rapport, à permettre aux gens de franchir nos limites, nos limites émotionnelles, à nous faire ressentir, dire stop aux gens quand ils dépassent un peu la frontière. Il faut tout d'abord parler qu'on a des limites physiques qui est notre corps. D'accord, ça c'est celle qu'on établit, on va dire, très rapidement et très jeune. Très jeune. Donc les limites physiques. Physiques. Et on a notre corps qui représente un peu, c'est la seule limite concrète qu'on apprend dès qu'on est jeune. Il faut apprendre aux enfants dès qu'on est jeune qu'on a des limites, qu'il ne faut pas les franchir, notamment le toucher, où on peut se toucher, ou quand on peut parler, quand est-ce qu'on ne peut pas parler et tout. Et voilà. Et après, on apprend aux enfants les limites émotionnelles qui sont de pleurer, comment pleurer et tout. Et c'est de là qu'on met des fois trop de limites en étant jeune. Justement. Qui va impacter. Qui aura des impacts à l'âge adulte. À l'âge adulte. Vous savez, on va commencer, on va regarder ensemble un reportage de Yasmine Chouir et on revient juste après. Nous vivons dans un monde en mouvement. Un monde où les frontières entre notre espace personnel et les attentes extérieures s'effacent. Où commence notre individualité? Où s'arrête-t-elle? Et surtout, comment se préserver dans un environnement qui ne cesse de nous solliciter? Dès l'enfance, nous construisons notre personnalité. Nos choix, nos goûts, nos pensées s'affirment. Mais ils sont constamment mis à l'épreuve. La famille, l'école, la société imposent des codes, des attentes. Nous adoptons notre comportement. Nous modulons nos envies pour appartenir, pour être acceptés. Petit à petit, la ligne entre ce que nous sommes et ce que nous montrons devient floue. Jusqu'à quel point sommes-nous vraiment nous-mêmes, dans un monde où nous sommes en permanence connectés, sollicités, exposés? Poser des limites devient vital. Fixer des barrières, c'est protéger notre espace mental, préserver notre énergie. Dire non, s'accorder du temps seul, refuser de répondre immédiatement aux attentes, c'est reprendre possession de son espace personnel. Les réseaux sociaux amplifient cette confusion. Nous y exposons une version contrôlée, idéalisée de nous-mêmes. Nous y cherchons une validation extérieure. Mais à quel prix? L'hyperconnexion épuise. Loin de nous rapprocher de notre authenticité, elle nous pousse parfois à la masquer, à la rendre acceptable aux yeux des autres. Savoir s'arrêter, prendre le temps d'être seul avec soi-même et écouter ses propres pensées sans l'écho du monde extérieur, c'est dans ces moments que notre personnalité se recentre et se fortifie. Trouver l'équilibre, ce n'est pas se couper du monde, mais choisir comment et quand nous lui ouvrons notre porte. Voici 5 limites essentielles. Les limites psychologiques, elles définissent notre perception de nous-mêmes, nos valeurs, nos croyances et notre capacité à rester fidèle à notre identité malgré les pressions extérieures. Par exemple, il ne faut pas se laisser manipuler ou perdre confiance en soi face aux critiques. Il y a aussi les limites émotionnelles. Elles concernent la gestion de nos émotions et la manière dont nous laissons les autres les impacter. À titre d'exemple, ne pas absorber les émotions négatives des autres et savoir dire stop aux relations toxiques. Les limites physiques. Elles englobent le respect de notre espace personnel, de notre corps, de nos besoins physiologiques.
Refuser un contact physique non désiré ou protéger son intimité est un droit. Il y a aussi les limites sociales et relationnelles. Elles définissent jusqu'où nous sommes prêts à nous engager dans nos relations avec les autres, amis, famille ou collègues, sans perdre notre individualité. Exemple, savoir dire non sans culpabiliser et éviter de se surinvestir au détriment de son bien-être. Et pour finir, les limites numériques et informationnelles. À l'ère des réseaux sociaux et du numérique, il est crucial de poser des limites dans notre rapport aux technologies pour éviter la surcharge mentale et la dépendance. Se déconnecter des écrans à certains moments de la journée pour préserver sa concentration et sa santé mentale. Ces limites sont essentielles pour maintenir un équilibre personnel et éviter de se sentir submergé par les attentes extérieures. Dans un monde en accélération permanente, préserver son individualité est un défi, mais c'est aussi une nécessité. À chacun de fixer ses propres limites, à chacun de décider de son propre espace, car se protéger, c'est aussi exister pleinement. Voilà, donc exister pleinement. C'était un sujet de Yasmine Chouir. Donc exister pleinement, savoir à quel moment poser ses limites. Justement, je voudrais schématiser cette limite. Par exemple, tu as parlé de clôture tout à l'heure. On trace une ligne autour de soi. Okay? Cette ligne, elle représente notre limite, notre espace intérieur dans lequel on est en sérénité, dans lequel on fait attention à nos besoins. Mais une fois, par exemple, que cette limite, elle est là, les gens savent où s'arrêter. Mais si, par exemple, moi-même, je ne fais pas respecter cette limite, c'est-à-dire que cette limite, je la réduis. Je la réduis inconsciemment parce que soit je manque de confiance, soit je veux une reconnaissance, par exemple, et tout ça, bien sûr, se travaille. Donc, je réduis cette limite. Et puis, les autres, ils n'ont rien demandé. Ils trouvent un vide. Donc, ils vont se rapprocher, ils vont occuper ce vide que moi-même j'ai créé, cette limite que j'ai rapprochée. Donc, par exemple, je peux donner l'exemple d'une maman à la maison. Elle est tout le temps sollicitée. Et puis, ils le font de manière inconsciente. Maman, s'il te plaît, ramène-moi ceci, cela. Maman, c'est vrai. Même le conjoint, même. Donc, elle est en train de réduire son espace. Et à un moment, elle est envahie, en fait. Oui, elle est complètement envahie. Et puis après, Houma, ils occupent cet espace qu'elle leur a donné. Et à un moment, elle va se retrouver pressée comme un citron. Voilà. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est de repousser au maximum cette limite. Donc comme un petit peu, vous êtes en train de faire le signe du bras, donc la limite physique, c'est ça? Oui, c'est cette limite limite physique. La limite physique. Mon corps, je dois prendre de l'espace pour moi, m'occuper de moi. Une limite psychologique, c'est-à-dire ne pas permettre aux personnes toxiques qui vont venir m'envahir ou bien me manipuler. Ça peut être aussi une limite émotionnelle, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui essaye de m'humilier, quelqu'un qui essaye de me faire des remarques désobligeantes. Donc, c'est à moi de faire comprendre que non, là, tu as dépassé une limite qu'il ne faut pas. Très bien. Donc, à quel âge doit-on commencer un petit peu à mettre ces limites? Est-ce qu'il y a un âge ou on va dire un espace dans la durée ou au contraire c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de notre vie? C'est quelque chose qu'on va faire tout au long de notre vie. Déjà, dès qu'on a un bébé, on va commencer à lui apprendre déjà un bébé la limite de la maman. Déjà, pour moi, la première des choses, c'est de prendre conscience de sa limite personnelle avant pour la maman. De préparer un peu, je connais ma limite, comme vous avez dit, mes frontières, où il peut être l'enfant. Et c'est de là, c'est en voyant l'attitude de la maman, il va apprendre l'enfant. Mais c'est à partir de 0. D'accord. C'est un processus c'est un processus qu'on va entraîner l'enfant à avoir, comment il va jouer avec les enfants, comment on va jouer avec lui, qu'est-ce qu'on va lui apprendre. Par exemple, si on est par rapport au coucher, c'est le problème de toutes les mamans. Oui, voilà, le moment du dodo qui est le plus difficile. Si on permet à l'enfant de s'inviter dans le lit parental, ça veut dire que la limite des parents, il n'y a pas de limite des parents. Alors donc une barrière a été franchie. Une barrière a été franchie. Mais si on le met dans son lit, dans son berceau, dans son parc, là, il y a
il y a déjà la limite du parc qui est concrète. Les enfants ne comprennent pas les choses abstraites, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et les limites qui nous importent dans notre vie, c'est les limites qui ne sont pas... Donc déjà, le schéma un petit peu de la maison, un petit peu de la chambre, c'est un petit peu en parallèle avec ses limites. Donc les murs... Il va apprendre à respecter la limite, à respecter le moment du coucher de la maman, à respecter le moment quand elle mange. Et là, il va apprendre que je ne peux pas tout faire tout le temps. Parce que généralement, les personnes qui ont des difficultés, des limites, eux-mêmes, ils ne connaissent pas leurs limites. Alors, ils ne savent pas quand je peux pas. Voilà. Par exemple, si on voit beaucoup ça pendant l'adolescence, c'est qu'on voit des filles en larmes et des garçons un peu tyranniques. C'est qu'on apprend aux filles d'être retirées, qu'elles n'ont pas de pouvoir. Et même aux enfants, les laisser s'inviter dans le lit parental, ça veut dire qu'il a un pouvoir du fait qu'il va pleurer la nuit, alors il va faire ce qu'il veut. Et on a l'impression que c'est des choses qui ne vont pas rester, mais à l'adolescence, ça va revenir. Ça va revenir. Et un peu parler de limites, c'est un peu dire, c'est l'affirmation de soi, et tout ce qui est culturel... Notre culture ne permet pas une certaine affirmation de soi. Surtout pour les filles. C'est pour ça que je parle beaucoup de filles. Alors, c'est de là elle va apprendre que beaucoup de choses sont permises. Beaucoup de choses c'est la normalisation de certains actes. Donc, d'où l'intérêt déjà des parents. Oui, justement. Tout se construit pendant l'enfance et c'est une immunité psychique qui est en train de se construire. Voilà, parce qu'à un certain moment, si cette immunité psychique n'est pas construite, c'est un petit peu comme le corps. Comme tout à l'heure, Dr Ouidad était en train de parler justement de l'immunité. Donc cette immunité, elle s'apprend, on développe des anticorps. C'est toutes les expériences qu'on a eues et qui fait qu'on va apprendre à comment réagir et comment poser ses limites. Donc, ce que vous dites, c'est qu'un petit peu les limites personnelles, c'est un petit peu comme l'immunité du corps. Exactement. Donc, dès qu'il y a, on va dire, un intrus, systématiquement, il y a des anticorps qui ont été développés depuis l'enfance. Et parfois, si elles n'ont pas été développées comme ça, je dirais même, ça devient auto-immun. C'est-à-dire que la personne va se retourner contre elle-même, l'auto-sabotage, l'autopunition, le sentiment de culpabilité. Donc tout ça va faire que la personne va retourner ses limites contre elle-même. D'accord. Voilà. Donc en fait, si par exemple quand on est petit, déjà on va dire très jeune, on va dire des parents qui nous demandent par exemple ou de cacher nos émotions ou de ne pas nous laisser par exemple exprimer notre demande, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. C'est cette espèce de frustration qui se met en place dès le jeune âge. Est-ce que plus tard ça fait des adultes qui ne savent pas dire non par exemple? On apprend aux enfants qu'ils n'ont pas de pouvoir. Alors pour arriver à l'âge adulte et reconnaître qu'on a le pouvoir de dire non. Dans notre culture, c'est très mal vu de dire non, de dire que je ne veux pas. Oui, ça rentre dans tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Donc déjà, on nous met ça dans la tête, en fait, très jeune. Et justement, savoir poser ses limites, ce n'est pas égoïste. C'est pas égoïste. C'est un respect pour soi et pour les autres. Et on voit beaucoup de parents, ils sont un peu dans les deux extrêmes, soit trop de limites, trop de rétention. Ils peuvent pas donner, les enfants, on voit des enfants qui ne peuvent pas donner leur avis, qui ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent, ne veulent pas jouer. Et même un simple exemple, c'est d'embrasser quelqu'un ou pas. Tu dois l'embrasser, tu dois faire la bise, tu dois... Et ce genre de truc entraîne que j'ai pas de pouvoir, j'ai pas... Et à l'âge adulte, c'est un peu la légitimité, c'est un peu comment je pourrais me défaire de cette... Et c'est de là qu'il y a une culpabilité qui naît. Oui, parce qu'on ne peut pas se défendre. Oui. Et dans le cas extrême, c'est les mamans qui demandent, quand ils sont avec la grand-mère peut-être et tout, de rapporter, de dire, de franchir un peu les limites. Et ça fait des adultes qui ne savent pas respecter les limites des autres. Et qui franchissent. Pour moi, le tout début, par rapport aux parents, il faut définir les limites du couple déjà. On vit dans une société où on vit avec la famille
avec des familles élargies, de grandes familles, et on ne sait pas où commence le couple, où finit la famille. Alors c'est entremêlé, ces intrusions aussi, donc qui peuvent servir d'exemple, on va dire pour les enfants, enfin de mauvais exemples. De mauvais exemples. Quand il y a une grand-mère pendant l'éducation, c'est bien, elle va apporter de la douceur, mais quand il y a une grand-mère qui ne respecte pas les limites, elle va un peu normaliser à l'âge adulte l'intrusion, le dépassement de limites. Cette permissivité qui va s'installer à l'âge adulte. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il est plus facile de mettre des limites physiques que d'autres limites? Est-ce que c'est la plus simple à mettre, la limite physique? Alors, la limite physique, déjà, quand on prend conscience de son corps, déjà faire attention à ce qu'on ressent, ok. Donc, on impose, bien sûr, parce que le physique, c'est la première des choses qui est ressentie. Hein, si une personne, elle me fait du rentre dedans, je la repousse. Voilà. Donc là, je pousse la limite. Déjà, ça se fait un petit peu quand on est petit en récréation, dans les cours de récréation. Déjà, on le fait, on va dire un petit peu inconsciemment ou machinalement. C'est une manière de s'imposer, de fixer justement une limite. Si vous permettez, plus concrètement, quand on a des invités, on a un enfant de 3 ans qui pousse l'invité, je ne veux pas l'embrasser. C'est un peu, il lui signifie, ne rentre pas dans mon espace, je ne te connais pas, je ne suis pas capable de franchir la limite physique, que tu me touches, que tu m'embrasses. Et c'est quelque chose qu'on ne respecte pas dans notre société, alors que c'est un très beau signe de un peu maturité Oui, si à ce moment-là, justement, on ne lui apprend pas, on lui dit qu'il faut que tu l'embrasses malgré toi, ça veut dire que plus tard, il va permettre aux autres personnes de franchir facilement ces limites. Et ça s'accumule quand on dit à l'enfant, il faut que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Il faut que tu nous racontes. Et là, on n'apprend pas à l'enfant d'avoir son espace personnel qui est la limite psychologique, émotionnelle. Voilà. Donc pour les enfants, il vaut mieux les laisser nous raconter eux-mêmes que de leur poser quelques questions. S'ils le veulent, ils ont leur jardin secret. Oui. D'accord. Quels sont les signes que nos limites personnelles ont été dépassées? Alors déjà, on se sent frustré. La frustration? Oui, la frustration. On a le sentiment de culpabilité. Donc on culpabilise rapidement, par exemple, si on dit non, on va dire, on a une amie qui va venir, qui va nous dire, je pars en vacances, garde-moi mon chat, que peut-être que je n'ai absolument pas envie de le faire, mais après on va se retrouver à dire oui. Et parfois c'est même c'est-à-dire, des fois il n'y a pas cette prise de conscience, tellement on a l'habitude de laisser les gens dépasser nos limites, on ne se rend pas compte qu'elles ont été franchies. Donc le premier pas, c'est de prendre conscience et de me dire, est-ce que là, cette personne a dépassé une limite? Est-ce que je suis OK pour faire ce qui m'a été demandé? Alors que si c'est OK, c'est bon, mais sinon, parfois, je vais me demander, est-ce que ça me pose un problème? Est-ce que je me sens frustrée? Et ça se ressent aussi dans le corps. Très bien. Oui. Donc, oui. Oui. C'est juste pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est la souffrance, quand on ressent de la souffrance. Quand on n'est pas à l'aise, quand ça ne respecte pas nos besoins, quand ça ne respecte pas nos valeurs personnelles. Et c'est de là qu'apparaissent les signes physiques, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et en fait, on va être un peu plus sévère avec soi-même, on va se dire oui, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, ça va rentrer dans une espèce de l'autocritique. Et des fois, la mésestime de soi. Et c'est ça, ça détruit aussi. D'accord. Voilà. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec le temps, on peut faire ces rectifications? Si par exemple, on n'a pas eu ces limites, on n'a pas pu les acquérir en étant jeune, c'est comme le vélo. On ne peut pas faire du jour au lendemain du vélo. Ça va être quelque chose qu'on va mettre en place progressivement. Progressivement. Tout est apprentissage. Voilà. Et c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Avec le temps. C'est pas du jour au lendemain. C'est un petit peu comme construire son immunité. Les anticorps ont besoin de se fabriquer grâce à l'expérience. Okay? Et donc, ça va venir petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais on s'entraîne à le faire. On peut se faire aider. Si on n'arrive pas à le faire tout seul, on peut se faire aider et justement renforcer l'estime de soi
renforcer la confiance en soi et puis s'habituer déjà. Au début, on s'habitue à dire non aux personnes qui sont déjà acquises autour de nous, c'est-à-dire les plus proches et tout. Et ceux avec qui on va dire on va oser, on va se permettre. Exactement. On va pouvoir se permettre. On se permet et puis on n'a rien à perdre. Voilà, la personne elle est déjà acquise, c'est pas des étrangers. On s'entraîne d'abord avec ça et ensuite petit à petit on apprend à dire non. D'accord. Et non, c'est une limite. Donc comment peut-on communiquer efficacement donc nos limites? Tout d'abord, il faut savoir quelles sont mes limites. Surtout quand on va dire quand c'est des situations difficiles, hein, quand c'est vraiment une situation difficile. Déjà, il faut connaître ses limites pour que je dis à quelqu'un, j'aime pas faire ça, j'aime pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont les situations qui me mettent en difficulté. Après, il faut être prêt à voir un peu, dire non, arrêter de faire des choses, ça entraîne une réaction. Et être prêt à accueillir ces réactions négatives, un peu être peut-être mises de côté. Surtout, on voit beaucoup de femmes qui font ça et elles sont un peu mises de côté par leur famille, par leurs amis. Et être prêt à dire, être indulgent surtout avec soi-même. Est-ce qu'il y ait un peu, pas une cassure, mais un peu, ça va être un peu froid par rapport aux relations. Et donc pouvoir surmonter ça, on va dire cette distance que bon, les gens vont mettre, on va dire dans une situation difficile, on va dire que quelqu'un va un petit peu se vexer le fait d'avoir reçu un refus, donc on va être un petit peu mis de côté, un peu boudé aussi. Un peu boudé. Donc pouvoir se ressaisir. Oui, quand on est boudé, il faut savoir que ça ne nous concerne pas nous personnellement, que ça rentre dans un processus d'une autre relation, que ça va voir plus les côtés positifs de la chose, que ça va se faire, que le changement prend du temps. D'accord. Je voudrais juste donner un exemple pour comment faire savoir son besoin. Alors, il y avait un couple. C'est un exemple très simple. Elle aimait la croûte et lui, il aimait l'ami. Mais bon, du moment que elle aimait la croûte, elle pensait que son mari aussi. Donc, à chaque fois, elle lui donnait la croûte et elle gardait l'ami pour elle. D'accord. Voilà. Et lui, il pensait que si elle gardait l'ami pour elle, c'est parce qu'elle préférait l'ami. Voilà. Alors que lui, il préfère l'ami. D'accord. Voilà. Et donc, pendant des années, elle pensait se sacrifier justement pour son bien et lui aussi pensait se sacrifier pour son bien. Mais les deux avaient une frustration au fond d'eux-mêmes de ne pas satisfaire leurs propres besoins. Et avec le temps, le fait de se sacrifier, c'est épuisant. Et puis, il va y avoir des ressentis. Et juste ce simple exemple a créé des problèmes de communication entre le couple. En plus, c'était parti sur, on va dire, sur des bonnes volontés. Une bonne intention, exactement. Ça part souvent d'une bonne intention quand on essaye de deviner le besoin de l'autre, alors qu'il est tout simplement très simple de demander. De quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as, juste demander. Un peu de prendre trop soin des gens, des fois, on prend soin de nos enfants en disant s'il m'allait ou fais ça, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, je peux t'aider, mais il faut savoir prendre soin. Oui, et juste demander de quoi tu as besoin. Voilà, la communication, d'où son importance. Quelle stratégie recommandez-vous pour maintenir des limites saines ? Alors, bien sûr, les stratégies, c'est de ne pas permettre aux gens de dépasser ses limites et de respecter aussi celles des autres. C'est-à-dire, on donne l'exemple. Si on donne l'exemple, par exemple, si je parle de la ponctualité, je suis une personne qui est toujours ponctuelle. Oui. Donc je communique que la ponctualité, c'est une valeur pour moi. Donc, je ne permets pas aux gens d'arriver en retard en cas d'un rendez-vous et tout. Donc là, c'est déjà une limite qu'on pose. Voilà. Et aussi, bien sûr, exprimer aux gens, voilà, je ne suis pas à l'aise avec ça. Si on me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Justement, en parlant de ça, Jamila, ce que je voulais vous dire, c'est on a un petit peu tendance à utiliser le tu.
tu ne m'as pas compris ou tu m'as fait. Et en fait, c'est une erreur, récurrente. Le tu qui tue. Voilà. Il vaut mieux, c'est-à-dire pour que ce soit mieux accepté, il vaut mieux plus affirmatif aussi en disant je. C'est-à-dire que quand je dis je n'accuse pas. Très bien. Voilà, je n'accuse pas et la personne, elle n'a pas l'impression d'être agressée. Elle ne va pas mal le prendre. Voilà. Quand je parle, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, ça ne m'arrange pas de faire ceci ou cela. Voilà. Et comme ça, l'autre personne comprend et ça se passe très, très bien. Voilà, il n'y a pas de... Vous, en tant que coach, comment venez-vous en aide à des personnes qui ont du mal à poser leurs limites? Alors, la première des choses, c'est que je leur apprends à conscientiser le moment et à se recentrer sur son corps. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est OK pour moi? Et je fais parce que quand même, on est des personnes qui aiment faire du bien, faire plaisir aux autres et tout. Mais est-ce que, par exemple, quand on me demande quelque chose, est-ce que ça ne dépasse pas une de mes limites que j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire autre chose. J'arrive pas à dire non. Donc, juste le fait de le conscientiser, c'est bien. Ensuite, bien sûr, renforcer l'estime de soi. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire. C'est plus fort qu'eux. C'est inconscient. Et la confiance en soi aussi. Et puis, je donne des petites techniques. Je ne sais pas si je peux les donner. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, une des techniques, c'est en auto-hypnose, c'est juste de fermer les yeux. Et comme on a parlé de limites, c'est imaginer qu'on construit une clôture autour de soi. Et cette clôture, elle est là pour me protéger. Et au sein de cette clôture, j'ai mon espace où je peux satisfaire mes besoins. Et donc, j'imagine que cette clôture, elle protège mon espace, elle est solide, et en même temps, elle peut faire rentrer ce que moi, j'accepte qui rentre. Voilà. Donc ça, c'est une visualisation. Schématisé. Voilà, on le visualise en auto-hypnose. Et la deuxième, c'est de faire un ancrage. Un ancrage, c'est-à-dire de repérer quels sont les moments où j'ai pu m'affirmer, où j'ai pu et que ça s'est bien passé. Donc, je vais faire revivre à la personne ce moment où ça s'est bien passé. Elle va l'ancrer avec un geste, soit croiser les mains, soit un geste comme ça. C'est-à-dire, elle va faire un ancrage et à chaque fois qu'elle va se sentir frustrée, elle n'arrive pas à dire non, elle va juste activer cet ancrage et ce sera OK pour elle. D'accord. Voilà. Quelle est la différence donc entre des limites saines et des limites rigides? Parce qu'il y a quand même, on va dire, une nuance entre des limites saines et rigides, cette rigidité. Alors, on va pas dire des limites rigides, on va dire des limites peureuses. Ça veut dire qu'elles peuvent laisser transmettre, qu'elles sont peureuses, comme si qu'il y a des trous où elles laissent. Où elle laisse, elle laisse dire rentrer. Oui, et c'est ne pas dire non, ne pas savoir dire non, ne pas savoir faire l'équilibre en ce que je veux, ne pas respecter ses besoins, ses limites, ses ressentis, ses émotions. Les limites saines, c'est juste, déjà ça commence, je sais que je me répète, de savoir dire non et être précis. Je veux ça, je ne veux pas ça. Et c'est ça la différence. Une personne qui sait s'affirmer, on parle beaucoup d'affirmation, d'être précis et de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas et savoir faire l'équilibre, ne pas être rigide, savoir être flexible entre les choses. Et ce qu'on ne nous apprend pas, c'est de négocier. Nous, on prend, on négocie pas entre ce que je... oui, j'aimerais bien faire ça. Par exemple, par rapport aux femmes, ce qui se passe, j'aimerais bien faire cette sortie, mais pas aller dans cet endroit. Négocier. Nous, on est soit dans le oui, je viens dans cet endroit, dans ce que... Ou dans le non, carrément. Ou dans le non, tu fais ce que je veux. Et les deux parties sont en lutte contre un pouvoir que personne ne va avoir. Même le pouvoir, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne voit pas. C'est un peu, on se bagarre pour des limites à franchir. C'est ça, les limites saines,
c'est savoir faire l'équilibre, d'être flexible, d'être dans la négociation, d'être dans l'acceptation de l'autre et s'affirmer et être surtout précis sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Dans la jeune génération, je ne sais pas, Jamila, si vous aussi vous avez cette phrase que disent très souvent les jeunes, c'est joliment dit, 18. Oui. Voilà, moi je trouve. C'est son espace de sérénité. C'est son espace à lui. Voilà. Son intimité surtout. Ouais, c'est quelque chose qu'on apprend dès le jeune âge, que ce n'est pas à partager ou c'est à partager avec certaines règles, certaines normes. Et vraiment, c'est. Oui. On dit aussi. L'expression est vraiment parfaite. On dit aussi ou la saqfiya. Ou la saqfiya, ça veut dire que là, il me colle trop. Il me colle. Il y a trop de. La limite a été franchie. La limite a été franchie. Plus qu'elle a été franchie, elle est collée. On ne voit plus ma limite et celle des autres. Aussi, il faut savoir que ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire que même si tu leur colles, ça ne les dérange pas. Oui. Mais il y a des personnes qui sont, les personnes visuelles en général, il y a une certaine distance à ne pas dépasser. Et dès qu'une personne approche cette limite, la personne, inconsciemment, elle commence à bouger, elle commence à être mal à l'aise, à l'autre personne qu'il vaut mieux que tu te poses. D'accord. Voilà. Et alors qu'il y a des personnes aussi qui sont tactiles. En fait, oui. Et généralement, quand on franchit trop la limite psychologique, mentale et émotionnelle, on dit « Ça veut dire, et à un certain moment, on nous dit que je ne supporte même pas son toucher, je ne supporte même pas de le voir. Et ça représente un peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. Donc, un dernier conseil pour nos téléspectateurs pour pouvoir établir des limites saines et être en accord avec soi-même, tout en respectant aussi les limites des autres. Oui. Donc, être à l'écoute de soi. Voilà, poser des limites, ce n'est pas égoïste, c'est un respect pour soi et pour les autres. Et voilà, bien s'occuper de soi. Voilà. Très bien. Et je dirais dire le jeu, dire son ressenti, exprimer son besoin et être prêt à accueillir le rejet. Et il ne faut pas qu'on soit égoïste à notre égard aussi, à l'égard des autres, être à l'écoute et être précis surtout sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc l'importance de la communication. Voilà, oui. Tout à fait. Voilà, très bien. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ces limites personnelles qu'on connaît, qu'on applique, mais dont on n'a pas réellement conscience alors qu'elles sont réellement là. Et c'est un travail... Il faut le dire, c'est un travail qui se fait sur le long terme, donc il n'y a jamais, on va dire, une date finale pour se dire « Ah, ça y est, on peut plus mettre de limites ». On ne finit jamais de faire un travail sur soi. Très bien. Voilà, c'est-à-dire on est tout le temps en évolution. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, ce fut passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Au revoir.